Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo sur ce genre en particulier. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8. Là, j'ai fait 6. 8 bouquins, 8 séries plus particulièrement sur la bitlit. Alors la bitlit, la bitliteuse selon certains, c'est un genre, un sous-genre de l'imaginaire qui souvent se situe dans l'urban fantasy, c'est-à-dire que on est dans notre monde où il y a des créatures fantastiques et la bitlit vient du fait que souvent c'était lié aux vampires. Bitlit, ça vient du fait de mordre, hein, du vampire, mais le genre s'ouvre un petit peu plus à d'autres créatures. En fait, la construction de la bitlit, c'est très simple. En général, c'est une nana badass a des pouvoirs ou est une créature fantastique et elle a des relations amoureuses avec un homme badass qui a des pouvoirs, qui est une créature fantastique et tout ça dans un monde imaginaire où elle va avoir une place importante. C'est un genre qui s'est vraiment développé notamment grâce à des séries comme Buffy contre les vampires et c'est un genre qui est notamment surreprésenté dans la maison d'édition Milady. Voilà, donc Milady, qui appartient au groupe Brajlon, a beaucoup mis ça en avant et particulièrement, je vais vous présenter quasiment que des ouvrages de chez Milady. C'est un genre qui souffre, je trouve, de pas mal de clichés, comme quoi c'est un genre exclusivement destiné aux femmes. Alors ça, c'est des conneries, parce que au-delà du fait que c'est pas forcément que de la romance, et on se dirait, bon, c'est quand même très sexiste de dire que la romance, c'est pour les femmes, c'est surtout que pour certains, et pour la majorité, il y a souvent des enquêtes policières où il y a souvent des enquêtes autour. C'est un bon compromis en fait entre ceux qui aiment la romance et ceux qui aiment, on va dire, l'univers fantasy. C'est souvent des livres qui se lisent très facilement, qui bougent pas mal, qui ont de l'humour et qui ont des personnages féminins forts. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je trouve que la bitlit est assez féministe sur le point que souvent ce sont des femmes qui se sont soit débrouillées toutes seules ou ce sont des modèles de femmes assez puissants. Ça soit des femmes qui se débrouillent toutes seules, qui n'ont pas besoin de mecs pour avancer dans la vie. Freya est en train de se frotter à la tour de livre. Oui madame, oui vous êtes pas contente, vous avez pas la bitlit, c'est ça ? Vous avez pas la bitlit? Mais les femmes qui ont des postes ou des métiers, on va dire, un peu plus masculins, on a notamment des personnages qui travaillent pour la police. Là, je vais vous présenter des livres alors qui sont plus ou moins problématiques sur leur représentation. Moi, ce que je blâme en fait dans la bitlit, c'est les représentations clichés qu'il peut y avoir, et notamment vis-à-vis du personnage masculin, qui est souvent, alors souvent c'est des récits qui sont hétéronormés, et en plus, ce sont souvent des récits où les mecs sont bodybuildés. Il y a une vision du masculin dedans qui me plaît absolument pas, notamment je trouve ça sexiste envers les hommes, faut le dire aussi, parce que le sexisme ce n'est pas que envers les femmes, et mais dans cette sélection je vais vous présenter des livres en fait qui sont plus ou moins différents en fait. Il y a plus ou moins de la bonne qualité, surtout il y a des livres qui sont plus ou moins problématiques, il y a des livres qui sont plus ou moins bien pensés, et on va s'en arrêter là sur la petite présentation de la bitlit, hein. Je suis pas là pour vous parler du genre, mais plutôt vous parler des textes. Alors ça va être sûrement des textes pour les amateurs qui connaissent, hein, parce que j'en ai lu, j'ai lu que c'est cette série, et que dedans c'est souvent des séries qui sont considérées comme des classiques, mais je trouve que pour la période, on va dire, hivernale en approche, c'est assez sympa à lire parce que c'est pas prise de tête. La première, alors je vais pas apprendre en ordre de qualité ou dans tout ça, je vais juste saisir le premier sur ma pile. La première, je pense que c'est la saga la plus sulfureuse, parce que il faut savoir que la bitlit, on attache souvent le fait qu'il y a énormément de holley, ce qui est le cas. Souvent il y a du holley, mais il y a des textes par exemple où c'est beaucoup moins présent, ou en seconde place, où c'est pas trop redondant, parfois c'est même réfléchi et ça questionne la problématique. Celui-ci, on est totalement sur de la bitlit / érotico, voilà, et ce qui moi ne me plaît pas, voilà, moi je suis pas très fan de ça, de lire des pages et des pages de holley, ça m'intéresse pas, ça a un public. Cette série, je vous présente donc Lauren Kay Hamilton. Alors là on est sur des couvertures toujours suggestives. Alors vous allez voir, la bitlit, et on en parle souvent de ça avec mes auteurs ou avec des proches, c'est un genre, je trouve, le genre du mauvais goût. Voilà, en termes de couverture, ce qui m'a fait toujours très rire, c'est que je trouve que les couvertures sont vraiment assez pitchées pour
comment dire, pour plaire au public masculin, mais ça a pas l'air d'être la cible plus que ça. Donc voilà, je pense que c'est pour résumer, peut-être pour dire attention, il va y avoir du olé. Alors là, on est sur une édition France Loisirs, mais normalement, à l'époque, je sais pas, non, ça a pas l'air d'être pour tous, mais je sais que Milady avait fait une charte pour indiquer les trigger warnings. Voilà, derrière leur dos. Alors, c'est une série que j'ai lue il y a très très longtemps. Je suis une jeune femme, je ne sais plus, Anita Blake, voilà, parce que c'est Anita Blake en fait la série. On suit Anita. Ce qui est très original dans celui-ci, c'est qu'elle a un métier assez peu commun, c'est une nécromancienne. Alors c'est pas du tout le genre qui est le plus représenté en Beat Lit, et c'est un des points forts, qui donc pour son but va un petit peu résoudre des enquêtes parce qu'elle peut parler aux morts, ce qui est pratique quand tu es lié un petit peu aux assassinats. Donc on va la suivre elle, et notamment, moi ce que j'ai un peu de mal, c'est que c'est le trio amoureux. Alors je déteste les triangles amoureux, mais Anita Blake, elle, c'est plus un triangle, c'est un trapèze. Je sais pas comment on peut dire, mais Anita Blake en fait c'est vraiment le personnage de la sexualité libérée, et je trouve ça hyper positif en ça, du genre on a un personnage féminin qui a énormément d'amants, mais quand je vous dis qu'elle a énormément d'amants, c'est qu'elle a un amant par tome à moitié, et elle en change voilà régulièrement, donc ça montre voilà un personnage féminin qui est en pleine possession de son corps, et ça je trouve ça hyper positif. Après moi Anita Blake, le problème c'est que c'est 100% presque de romance, c'est même trop, parce que c'est à dire que les premiers tomes sont assez chouettes parce que il y a un petit peu de côté policier, un peu de communauté de personnages fantastiques, on a des intrigues et tout, et après en fait ça devient juste le prétexte pour faire des scènes de olé. Le triangle amoureux de base, c'est donc, comment il s'appelle, j'allais l'appeler Francis, mais c'est pas du tout Francis, c'est JC, d'accord. JC, c'est un vampire, donc c'est Jean-Claude, je crois, un truc comme ça. C'est un vampire qu'elle rencontre, et c'est un peu la première histoire d'amour qu'elle a avec un vampire, mais il est hyper possessif. Alors, les personnages toxiques dans la Beat Lit, c'est autre chose. Hein. Il faudrait en faire une vidéo un jour. Mais voilà, il est très possessif et tout. Et en même temps, Anita tombe amoureuse d'un loup-garou. Et dans mes souvenirs, comment il s'appelle ? Richard. Richard, lui, c'était plus un loup-garou, pas dans le mode ouais je veux des femmes, non, c'était plus le mec un peu réfléchi, on était plus sur un mec un peu plus doux. Dans mes souvenirs, je trouvais que ça cassait un peu le cliché du loup-garou hyper ultra virilisé, et donc voilà, on est sur vraiment un texte, si vous aimez le olé, et personne ne vous blâmera pour ça. Là-dessus, vous allez avoir pas mal de choses. Alors, c'est une série qui est assez adulte. Hein. Je me souviens que, notamment dans les derniers tomes, on parlait de thématiques très très dures, des films, je peux pas le dire sur YouTube, mais des films à tendance olé, mais qui sont des films d'une violence extrêmement rare, qui souvent aboutissent au décès de la personne ou à son agression. Voilà, je peux pas en parler, mais il y avait ça, et c'était quand même assez glauque. Hein. Il y a les enquêtes et tout, elles sont quand même assez poussées. C'est clairement pour les adultes plus 18 ans, largement celui-ci, même si je suis pas sûre que j'avais 18 ans à l'époque quand je les ai lus. Mais Lauren Kay Hamilton, c'est un peu la papesse de la Beat Lit érotico. Voilà, si on peut donner un nom pour ça. Moi, je vous le recommande pas forcément si vous voulez vraiment une histoire. Voilà, si vous cherchez des enquêtes et ce genre de choses, il y a beaucoup mieux en Beat Lit. Si vous êtes plus romance, ça vous dérange pas que le personnage change de partenaire, voilà, pendant tout le truc, vous n'êtes pas attaché au concept de couple, ça peut vous plaire, voilà. Et je sais que Lauren Kay Hamilton avait été assez critiquée pour ça, parce qu'en fait à la fin t'attaches même plus à la romance, parce qu'en fait c'est un gars qu'elle enchaîne tout le temps, quoi. Et ça c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'en littérature on apprécie quand même avoir de l'attachement au personnage. Ensuite, on reste sur du olé, et ce qui me fait assez rire avec celui-ci, c'est que c'est beaucoup moins olé que Lauren Kay Hamilton, alors que la créature est beaucoup plus portée là-dessus, et surtout je trouve que le livre est très intelligent sur la manière dont c'est fait, contrairement, alors je trouve que les couvertures, mais c'est une catastrophe, les couvertures de Beat Lit. Je trouve ça tellement sexiste, et ça va complètement au contresens, je trouve, notamment pour celui-ci, de la volonté du livre. Donc je parle de Succubus Blues de Rachel Mead. Alors Rachel Mead, elle a écrit pas mal d'autres séries. Succubus, alors c'est hyper chouette comme récit. J'ai lu que les 3 premiers, il faudrait que je me procure la suite. Il s'agit donc, comment c'est, Georgina. Voilà, Georgina en fait c'est un démon, et particulièrement c'est un succube.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un personnage qui date de l'Égypte ancienne, donc on va découvrir tout son parcours au fil des tomes, qui est une bibliothécaire dans mes souvenirs, ou une libraire. Elle travaille dans le monde du livre, voilà. Elle est superbe, voilà, magnifique, et elle va faire la rencontre d'un auteur qui est un humain, pour le coup ça change un peu dans le récit, et tout va se poser comme problème que, elle déjà, elle doit régler un peu des conflits avec, on va dire, les créatures fantastiques de ce monde, surtout que c'est une créature très ancienne, ça fait un bail de temps qu'elle est là, elle connaît des gens haut placés, il y a des disparitions, des meurtres, voilà, Georgina l'enquête un petit peu à côté, ça c'est très chouette, moi j'aime beaucoup. Mais surtout ce que j'aime dans celui-ci, c'est le travail de la créature qui est un succube. C'est que le personnage de la succube est un personnage qui va se nourrir de l'essence sexuelle des hommes, voilà, ou des femmes, là c'est des hommes dans ce cas-ci, et elle s'en nourrit, elle en a besoin. Sauf que Georgina, ça apporte forcément un peu la mort, voilà, d'une certaine manière, il y a un certain envoûtement, mais quand elle va rencontrer cet homme dont elle développe des sentiments, c'est compliqué, surtout que c'est un humain, et elle peut pas trop en parler de ça, et c'est aussi, je trouve, une dénonciation du fait qu'on reproche énormément aux femmes leur sexualité, voilà, beaucoup plus qu'à un homme, donc il y a un peu cette question-là, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la sexualité qui sont super bien traitées, je trouve, dans le texte, et moi je trouve que le récit est assez touchant et assez triste pour ça, parce que on voit une créature qui est en peine, en fait, qui est incapable d'aimer comme elle voudrait aimer, qui est capable de sentiments, et en fait son état physique fait que c'est compliqué pour elle à vivre, et je trouve que toutes les questions qui sont liées notamment à l'acte charnel est super triste et touchante dans le texte. Je trouve que la relation est très très belle entre les deux, et Georgina c'est un personnage qui est, alors c'est totalement l'archétype du personnage de Beat It, c'est-à-dire que c'est une femme badass qui est blindée de pouvoir, et en même temps je trouve que dans Succubus Blues elle est pas non plus en mode je suis le personnage le plus puissant de l'univers contrairement à d'autres, c'est plus du genre elle a des pouvoirs, bon c'est un succube, donc elle est pas non plus un vampire ou un loup-garou qui peut se transformer avec une force décuplée, elle est plus forte qu'une humaine, mais il faut qu'elle réfléchisse plus pour ça. Là je trouve que tout tourne au côté un peu sexy et tout du texte. Moi je trouve qu'au contraire le texte en fait quand tu le lis tu vois plus une dénonciation de tout le poids en fait de la société sur la femme, et notamment bon là c'est des textes qui sont écrits par les Américains, donc nous en France on sait rien par rapport par exemple à la religion aux États-Unis, c'est quand même très important pour les Américains, et ça a une influence encore plus importante sur la femme, et c'est vrai que la créature est bien traitée, le personnage on va apprendre pas mal de choses sur son passé, la relation, voilà, si l'angle de la Beat It c'est le personnage, la relation et les histoires, voilà, si je peux faire le triangle d'or de si c'est intéressant ou pas. C'est un genre, la Beat It, où c'est pas non plus, faut pas chercher une plume derrière les auteurs, voilà, c'est plus comment ça se découle, et les enquêtes étaient assez sympas, et comme je vous dis, le côté démon et tout, j'ai trouvé ça bien. Je viens de me rendre compte qu'il y a des séries que je vous ai pas pris en fait dans ma bibliothèque, voilà, bon après c'est pas grave, alors, je vous en présente déjà 8, c'est déjà pas mal. Ma deuxième préférée, sincèrement, c'est ma deuxième préférée, alors celle-ci vous l'avez vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, j'attends toujours cette suite qui nous est promis un peu à la fin du tome 13, voilà, c'est vrai que c'est une série où j'achetais les tomes dès leur sortie, c'est pour moi la série qui justifie que la Beat It c'est cool, et que ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être olé et super bien écrit. Je trouve que par exemple Charlotte Davidson donc de Darida Jones est une super bonne série. Alors toutes ces séries-là, elles sont pas à mettre entre les mains d'enfants, et là c'est le cas aussi. On est sur l'histoire de Charlie. Charlie en fait elle a une histoire familiale un peu compliquée. Pas de maman, une belle-mère qui l'a un peu maltraitée quand elle était enfant, et surtout des pouvoirs particuliers. C'est la faucheuse. Donc en fait c'est elle qui fait le pont entre la mort et les vivants et la mort. Donc elle voit les fantômes. Ce qui est un peu compliqué parce qu'elle voit toutes les âmes qui sont en errance, et il y en a certaines qui veulent pas passer, d'autres qui veulent passer. Et Charlie, donc elle travaille un peu avec son oncle. Son oncle est flic et elle est détective privée. Et c'est pratique quand tu vois les morts de résoudre des enquêtes. Donc elle fait sa petite vie avec sa voisine et meilleure amie Cookie, qui donc là pour le coup je trouve un personnage un peu grossophobe, un petit peu quand même, voilà, sur les bords tout en Beat It, il y a toujours des petites problématiques derrière quand tu fais la lecture un peu plus sérieuse, et c'est vrai que Charlie, sa vie va basculer du jour où elle va rencontrer Reyes qui est sûrement un des personnages de Beat It les plus fameux, les plus séduisants. Voilà, on est là aussi pour lire ça, hein, derrière la Beat It, t'es là aussi pour lire des romans sulfureux
sulfureuse avec des hommes sulfureux, mais c'est le fils du diable, donc plus sulfureux que lui, on trouve pas, et surtout je crois que Reyes a perdu la mémoire au début, il sait pas trop qui il est. Et notamment, elle rencontre ce jeune homme dans des rêves plutôt sympathiques la nuit. Voilà, mais quand le résumé dit ça, c'est surtout que, en fait, au-delà des scènes, alors c'est sûr que dans Charlie, il y a toujours des scènes, alors moi, ça me fait toujours rire, les scènes de Olé en biclite, parce que t'as l'impression d'avoir les fantasmes des autrices dans leurs bouquins, mais c'est surtout que c'est exagéré de ouf. Du genre, ce sont des amants, c'est même plus des amants extraordinaires, c'est des étalons éduqués pour faire plaisir. Alors moi, ça me fait trop rire. Du genre, ils ont des braquemars, ça me fait rire. Et sa moitié, s'il lui touche la peau, que c'est en mode oh mon dieu, voilà. Bon bref, c'est assez drôle à lire. Ça me tuera toujours à la lecture. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le point de vue dans Charlie Davidson, c'est qu'il y a énormément d'humour. Charlie, c'est un personnage, donc c'est un point de vue interne qui est extrêmement drôle, qui fait beaucoup de blagues, qui donne des noms à ses objets. Bref, c'est un humour. Alors c'est particulier, mais je trouve que le texte est assez drôle. Voilà, il y a ce côté sensuel, et surtout au fur et à mesure des textes, le texte est de plus en plus lourd sur ses thématiques. Voilà, parce que le passé de Reyes, voilà, bon, tu lis ça, tu fais ok, d'accord, je vais partir faire ma déprime. C'est un texte qui parle de questions qui sont toujours très très dures. C'est des enquêtes, là, on est vraiment dans du policier entre les deux, donc on peut avoir autant du féminicide. À chaque fois, les fantômes parlent et tout, c'est très très triste la façon dont ça peut être abordé. Mais c'est vrai que les thématiques, parfois sont un peu lourdes. Alors ça se lit, c'est vrai que les premiers tomes sont très très bons. Au fur et à mesure que la saga avance, on voit que c'est un petit peu moins travaillé, et surtout on voit qu'il y a du fanservice. Et surtout, il y a les 13 premiers tomes, et c'est que c'est quand la suite, les gars, parce que là, vu comment ça se finit, voilà, je peux pas vous en parler plus, mais t'as forcément envie de savoir. Il y a forcément une suite, c'est pas possible. Mais voilà, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre l'humour, entre les enquêtes qui sont assez palpitantes. Voilà, ça se lit. Je veux dire, la biclite, c'est pas un truc qui est là pour te faire réfléchir. C'est un truc pour te détendre, ou t'as envie de tourner les pages. Et Charlie Davidson, ça, ce côté de page turner. Mais je sais qu'il y a des personnages dedans, notamment il y a un jeune garçon dans le texte qui prend de plus en plus de place, qui écrit des noms sur les murs des gens qui vont mourir. Voilà, et c'est très triste. Voilà, il y a des choses qui sont assez touchantes, et je trouve que c'est un bon compromis. S'il y a une série que je peux vous recommander, celle-ci fait partie des séries que je peux vous recommander, en sachant que ça reste de la biclite. Hein. Voilà, c'est là pour te détendre, pour avoir des romances qui n'ont, surexagérées avec des hommes parfaits. Voilà. Et Reyes, je trouve que c'est un personnage masculin qui est assez... Alors là, on est vraiment dans le cliché on va dire, du masculin. Et avec Charlie, il est respectueux et tout, il est pas toxique. Voilà. Même si, voilà, c'est quelqu'un de très dominant et tout, moi j'ai un peu du mal avec ça, mais je peux comprendre que ça plaît, et ça joue sur des fantasmes et tout, et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Ensuite, alors là, on parle d'un petit classico-classique. Là, je vais quand même... Attends, je vais vous le présenter quand même, parce que là, je l'ai pas pris, et je trouve que c'est... Il est où? Je sais pas où je l'ai rangé dans la bibliothèque. Je peux pas ne pas vous présenter la biclite sans vous parler de ce texte, je vais vous le mettre là. Cat et Bones, qui est quand même je pense, le classique avec celui que je vais vous présenter après. Quand on dit biclite, il y a forcément celui-ci. Alors... Cette série, le pitch est d'une toxicité de ouf, mais faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu passes ça, tu dis ok, le texte est bon. Au début, tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de lire? On suit l'histoire de Kat. Alors Kat, elle a une vie horrible, dans le sens que sa mère a été agressée par un vampire, voilà, de façon non consentie, c'est une agression, et elle tombe enceinte de Kat. Et Kat est donc un enfant qui vient de ça, donc c'est une demi-vampire. Et Kat, en fait, elle a juré sur sa vie, sur son sang, d'éliminer tous les vampires. C'est-à-dire les mecs comme son père, c'est pas possible. Donc c'est une chasseuse de vampires, elle fait ça sur ses dimanches, sur ses samedis, elle fait un peu ça le soir, et c'est vrai que Kat, elle est super belle, et elle en profite, voilà, mais ses petites tenues, elle va séduire les vampires, puis après elle leur coupe la gorge.
Un jour, elle va rencontrer Bones. Alors Bones, c'est un Français vampire pour le coup, qui lui est une sorte de chasseur de primes. C'est-à-dire que lui, il chasse des vampires, mais pour le fric. Voilà, il est plus dans une recherche capitaliste et ça rapporte. Mais il se rend bien compte que il arrive à chasser pour la plupart du temps des femmes, voilà, vampires, quelques hommes, mais qu'il y a quand même une partie de la population qui lui file sous le nez parce que bah là, la séduction n'a pas forcément effet sur tous ceux qui auraient envie de séduire. Et il va voir Kat en fait. Il va se dire, la gamine là elle commence à me prendre des têtes, ça va pas aller. Donc il la kidnappe et il la fout dans sa cave. Voilà. Et je suis en mode, ok. Là ça commence à être gênant. Et il lui dit, il lui donne un ultimatum assez simple. C'est soit tu bosses pour moi, soit tu meurs, voilà, soit je te tue. Donc elle va choisir la vie, elle va devenir son apprenti, puis son amante, vous allez bien vous douter que le texte s'appelle comme Kat et Bones, voilà, et tous les deux vont partir pour des chasses aux vampires où, au fur et à mesure du temps, ils vont se retrouver en fait embrigadés, alors soit face à d'autres créatures fantastiques, parce qu'il n'y a pas que des vampires dans ce texte, mais surtout face aux vampires, voilà. Et il y a toute une construction dans Kat et Bones sur comment les vampires se nourrissent. Donc c'est des espèces de familles qui ont des humains domestiques pour se nourrir, et ils vont voyager, ils vont aller, notamment il y a un texte qui se passe à la Nouvelle-Orléans où ils vont voir des personnages célèbres du monde un peu lié au spiritisme, et vraiment c'est assez chouette. Alors c'est clairement de la romance pour le coup, celui-ci, notamment au fur et à mesure des tomes, mais une fois que vous passez le gros problème de je te fous dans la cave, c'est assez sympa parce que déjà on voyage pas mal, la construction du monde est assez chouette, il y a des personnages qui sont attachants. Bones c'est assez intéressant comme personnage parce que bon, il est très très beau, il est séduisant, il est très très viril et tout, mais c'est un mec qui est hyper respectueux de sa femme, et tu vois que c'est en fait, comme il est assez vieux, c'est un peu comme Edward, vous voyez, ils ont des décalages dans la manière de traiter les gens, et c'est assez drôle, mais voilà, c'est un texte que c'est un classico-classique, je pouvais pas ne pas vous en parler, et c'est assez, ça doit être fini en 5-6 tomes, la série est finie, et là, celle-ci, je l'ai pas encore terminée pour le coup, parce qu'il y a énormément de tomes, il faudrait que je continue. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi, c'est Patricia Briggs, donc L'appel de la lune. Là, on passe chez les loups-garous, les gros. Donc on suit Merci. Alors Merci, elle est mécano, et c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que j'aime enfin en Beat Lit, c'est que les nanas, en fait, en fait, Merci, c'est vraiment un personnage que j'adore parce que elle fait un boulot qui sort des stéréotypes, et surtout c'est Nana, en fait, elle a grandi dans une meute, elle a été adoptée par une meute de loups, sauf que c'est une coyote-garou, et donc elle a toujours été mise en berne, en fait, elle a toujours été mise sur le côté, notamment au niveau du mariage, vous savez, les loups ça fonctionne par par pack, et puis ils sont liés, tu vois, et c'est un coyote, donc c'est assez différent, et elle a été un peu emmerdée quand elle était un peu jeune, elle a quitté la meute, voilà, elle vit dans une caravane, maintenant elle est mécano, elle fait sa petite vie, et elle vit en fait à côté d'une autre meute de loups, c'est Adam, je crois, le nom du personnage masculin. Elle vit à côté, et Adam lui demande plusieurs fois si elle veut pas vivre avec eux, parce que voilà, bon, lui il aime bien Merci, donc il voudrait bien. Et dans le premier tome, il va y avoir des meurtres et des enlèvements, c'est souvent comme ça dans Merci, et elle va être liée en fait à cette histoire-ci. Ce que j'aime dans Merci Thompson, c'est que au-delà alors tout le truc des loups-garous est assez sympa. Adam est un personnage très très cool, c'est je trouve, des personnages dans mes souvenirs masculins les moins toxiques de la Beat Lit. Je trouve qu'il est assez c'est un daron, quoi. Il a déjà un enfant, il me semble. Oui, il me semble qu'il a déjà un enfant, oui. C'est un daddy, quoi. Donc il est posé. Il est pas à l'emmener dans tous les placards possibles. Voilà. Il est assez chouette, il est assez posé. Puis c'est un alpha qui réfléchit, du genre il pense à sa meute, à comment pour survivre par rapport aux autres et tout. Et surtout, on va découvrir énormément de personnages de communautés différentes. C'est-à-dire que on va avoir des vampires, on va avoir des failles, et ça c'est super chouette. Et vraiment, tout est pensé dans l'héritage culturel, par exemple, de ces créatures. Les failles, par exemple, ont peur du sel. Bref, ça fonctionne très très bien. Il y a des choses aussi horribles qui se passent dans ce texte. La Beat Lit, sous les airs de romance et de petites choses comme ça, traite quand même de thématiques très graves, et surtout les personnages, notamment ce qui arrive à Merci à un moment, c'est assez affreux, et ça parle de thématiques qui sont courantes dans la vie de beaucoup de femmes, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un décalage entre l'image des couvertures et puis le texte en fond, mais là on est vraiment en plus dans une ambiance que j'aime beaucoup, et il y a des séries qui sont parallèles. Merci, dans mes souvenirs, elle est d'origine amérindienne,
amérindienne et en fait on va voir tout un développement au fur et à mesure du récit avec les légendes amérindiennes aussi, et ça c'est assez chouette. Si vous aimez les loups, si vous aimez la bastonnade, si vous aimez l'amour, mais en même temps je pense que Mercy Thompson c'est celui où il y a le moins de olé dans mes souvenirs. C'est plus vraiment la vie de Mercy et les créatures fantastiques. Il y a toujours un problème de disparition, d'enlèvement, de meurtre, il y a des objets magiques, bref c'est assez complet. Ensuite je vous présente, alors là c'est un cycle un peu particulier parce que contrairement aux autres c'est pas un personnage particulier qu'on suit dans toute la série, hein. C'est une série, il y a une dizaine de tomes, je l'ai pas terminé non plus parce que malheureusement passer, on va dire, passer le deuxième personnage qu'on étudie, c'est un peu moins intéressant. Je vous parle donc de Morsure, donc c'est Les Femmes de l'Outre-Monde de Kelly Armstrong, donc qui a été adaptée en série. Pas ouf, la série Beaten, donc qui était sur Stars, il me semble, sur une chaîne un peu sombre du satellite américain. Et on suit plusieurs personnages en fait, c'est un peu comme des cycles. Dans le premier on va suivre Elena, dans le second on va suivre Paige et après on va suivre d'autres personnages. Je vais surtout parler d'Elena et Paige parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Elena, c'est la seule louve-garou qui a survécu à sa transformation. Elena est sortie avec un mec qui s'appelle Clayton, dont elle était extrêmement amoureuse quand elle était étudiante. Et malheureusement, Clayton, c'était un loulou, qui l'a mordu sans faire exprès. Et Elena, normalement, les femmes ne supportent pas la transformation. C'est physique, ça fait pas au niveau du corps, ça passe pas. Sauf qu'Elena, elle survit, sauf que face au fait que son petit ami l'a mis consciemment en danger, elle s'est barrée. Et elle vit en dehors de la meute pendant des années jusqu'au jour de la meute et notamment l'alpha sous lequel elle est parce qu'elle est obligée d'être dans une meute, donc l'alpha de Clayton aussi va l'appeler parce qu'en fait donc t'as des dominants et des dominés chez les loups et t'as certains déviants en fait, ceux qui ne respectent pas en fait les meutes et tout, qui commencent à agresser leur territoire. Et ça commence à être très dangereux et notamment ils ont un peu peur pour Elena aussi. Et elle en fait va les rejoindre sachant qu'elle vit une vie ordinaire mais c'est très compliqué au niveau de la chasse, de la faim et tout, c'est compliqué et puis elle va revoir Clayton. Et donc on va suivre un petit peu ça. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a l'ambiance meute dedans qui est assez charmante avec plein de personnages assez différents et assez touchants. Bref j'aime beaucoup l'alpha dedans, c'est vraiment un côté familial et tout. Donc on va suivre son histoire et on suit dans les tomes, je crois à partir du 4 ou 5, on suit Paige. Paige c'est une sorcière et Paige a fait un peu sa vie, hein. C'est une fille très indépendante, je crois qu'elle est journaliste ou je sais plus, elle a un métier assez chouette jusqu'au jour où elle va se retrouver avec une jeune fille sur les bras, pas n'importe quelle fille, je crois qu'elle s'appelle Savannah. Savannah c'est la descendante, la fille d'une mage mais très très mauvaise, une sorcière très très mauvaise, et Paige va se retrouver avec cette jeune fille sur les bras pour la protéger parce que les gens lui veulent du mal. Et on va être plus sur les cabales parce qu'il y a aussi un personnage masculin qui est dans les cabales et les sorcières, voilà. Et Paige c'est un personnage très attachant qui se retrouve, c'est une jeune femme qui se retrouve mère d'une quasi-ado du jour au lendemain, et donc on parle de ça, on parle de la sorcellerie et de façon assez sympathique, assez creusée sur, en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il parle des créatures fantastiques mais aussi des gros inconvénients, d'être dans une meute, d'être dans un coven, dans plein de choses. Et c'est vrai que le début est assez sympa. Pareil, il y a des romances et tout, mais c'est plus, surtout avec Paige, c'est plus dans le palpitant, même parfois un petit peu, pas policier, mais oui, policier action. Et ensuite, on va voir d'autres personnages, il y a des démons, il y a des voyants, il y a pas mal de choses, mais après, je me suis un peu perdue, donc j'ai arrêté, je trouvais ça un peu moins sympa. Pour le coup, celle-ci, j'aime beaucoup en fait le traitement qui est fait de la créature, notamment Elena. C'est hyper intéressant de voir comment elle vit en fait sa transformation, et c'est drôle de voir le couple qui a été en couple. C'est des gens qui se sont aimés et comment ça s'est brisé et tout. Bref, c'est assez chouette. J'aurais pu vous parler d'autres séries, en fait j'ai plus de livres de Biclit que ça, je vous ai présenté vraiment les trucs romance, mais j'aurais pu vous parler du livre perdu des sortilèges, ce genre de texte que j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, on va parler de mon chouchou. Vous savez lequel c'est, voilà. Et c'est une aventure éditoriale, ce texte. A priori, ça va être réédité par un autre éditeur, mais c'est pas un éditeur qui est distribué forcément facilement. Et je suis un peu étonnée que J'ai lu ne publie pas la suite, parce que je pensais que ça avait du succès, cette saga. Je sais pas, moi je trouve qu'elle est exceptionnelle. Déjà, c'est une de mes sagas, c'est ma saga Bipite préférée, mais c'est une saga. La dernière fois, je me suis même retâtée à vouloir les lire, et ça m'arrive peu souvent, mais j'adore cette saga, parce qu'elle est un combiné de tout ce qui est pour moi intéressant en Bitlit. C'est pas vraiment le sien. On est sur des créatures qui changent, on est sur un peuple qui change, on est sur un lieu qui est magnifique. Je vous parle donc de Karen Marie Moning avec Fièvre Noire. Alors Fièvre Noire, les chroniques de Mac et Lalaine. Les petits noms, tout ça, on part à Dublin, les gars. On part à Dublin, mais on suit surtout Mac. Mac, c'est du genre la genre de fille qui est un peu bimbo sur la plage aux États-Unis. En fait, elle a une piscine, c'est la fifi à papa, un peu, tu vois, la blonde décolorée, un petit peu, voilà, le cliché. Elle vit un peu sa petite vie de princesse, hein, privilégiée, jusqu'au jour où sa sœur, qui est partie à Dublin pour ses études ou je ne sais plus, lui téléphone un peu en panique. Et Mac comprend pas trop, tu vois, puis elle se dit bon, voilà, elle a dû boire ou un truc comme ça. Et en fait, plusieurs jours après, on appelle ses parents pour lui dire que sa sœur a disparu. Et donc Mac, ni une ni deux, elle est très très proche de sa sœur, prend un avion pour Dublin pour enquêter. Mais durant son enquête, elle va faire la rencontre d'un charmant, c'est pas un jeune homme, mais un bel homme, un bel homme du nom de Barons, qui a une boutique, voilà, et qui va voir le potentiel de Mac. Il va se dire, la nana, elle est pas là que pour ça, et qui va un peu l'aider dans cette recherche-ci. Ça traite de toute la légende, toutes les légendes qui sont très liées à l'Irlande, donc avec des créatures qui sont très liées à ce folklore-là, notamment les failles. Et Mac va être lié à un livre un peu particulier. En fait, les chroniques de Mac et Lalaine, c'est assez perturbant comme roman, parce que il y a beaucoup d'humour. Dans le texte, Mac, elle a beaucoup d'humour et tout ça. Le couple fonctionne super bien, il y a un côté séduisant, moi j'aime trop. La façon dont un peu la sensualité dans le texte, j'aime trop. C'est un livre qui est extrêmement... je trouve qu'il est très violent. Il y a des choses horribles qui se passent dans le texte. Vraiment, ça fait partie, je pense, des textes les plus horribles qui se passent en termes de ce qui arrive à Mac. Mais surtout, le monde des Fae est un monde hyper glauque. Les Fae, elles sont pas là en mode « sassy bitch, je suis belle ». Non, Mac, elle voit les Fae dans l'Irlande, à Dublin, et il y en a, elles sont affreuses, et ce qu'ils font, c'est affreux. Donc il y a toute une ambiance un peu pub irlandais, créature, un peu angoissante, mystère, et notamment qu'est-ce qu'est Barons, parce qu'on sait pas trop ce qu'il est, le monsieur, et on l'apprend au fur et à mesure. C'est un texte où il y a quasiment aucune sexualité à partir du tome 4, où là il y en a énormément, mais c'est une sexualité qui est justifiée par le texte et qui est assez traumatisante au début. Bon, bref, toute la mythologie autour est super chouette. C'est vraiment un des points forts. Max, c'est un personnage qui est attachant. Et on va faire aussi la découverte de Danny, qui est donc un personnage qu'on découvre dans le texte, qui va être le personnage principal de l'autre série, même si Mac est présente. Et malheureusement, on n'a toujours pas la suite. C'est pas une série qui est finie, et a priori, il y a eu un rachat de droits. Bref, c'est un peu compliqué, mais déjà la première série, moi c'est un de mes coups de cœur. Voilà, c'est une série doudou pour moi, et qui a regroupé en fait tout ce que je voulais. Un petit côté romance très sympathique. Barons, alors c'est le meuble, moi je l'appelle le meuble Ikea. C'est-à-dire que le mec, c'est une armoire à glace, il parle très très peu. Alors c'est vrai qu'en image d'homme, il est pas cool, mais il a un côté charmant, il a un côté très très mystérieux. Voilà, pour le coup, c'est ce qui m'a plu. Et avec Mac, Baron, c'est vraiment une créature fantastique et réagit comme une créature fantastique. Il est pas très humain sur certains points, et c'est ça. Et avec Mac, il a une relation, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un récit qui m'a autant fait chialer, qui m'a fait rire, qui m'a angoissé. La révélation, t'es en mode what the fuck. Donc, bref, c'est assez intéressant, et toute la mythologie vaut vraiment le coup. Si vous n'avez jamais lu Fièvre Noire, vraiment il faut lire cette série-là, surtout si vous aimez l'Irlande, l'Écosse, tous ces pays-ci. Ensuite, on va passer à deux sagas. Alors là, c'est loin d'être mes préférés. Alors moi, celle-ci, je l'appelle la saga du olé olé, la saga du grand S, c'est-à-dire qu'il y a quasiment que du olé dans ce texte. Je les avais eus en occasion. Pour le coup, c'est une saga qui est toujours pas terminée. Voilà, encore une. La Bitlit, c'est souvent le coup, parce que c'est souvent des très grandes sagas. Parce qu'aux États-Unis, ça se vend bien. C'est le genre de truc qui prend pas longtemps à écrire. Tu peux pas me dire que Crishley Cole, elle met 20 ans à écrire un tome, parce que t'as la moitié du tome, c'est du olé déjà.
ça va vite. Je vous parle des Ombres de la nuit de Crechley Cole. Alors, celui-ci est sans doute le plus problématique du texte. Moi j'ai un gros problème sur les représentations masculines et féminines dans les Ombres de la nuit, je vous en avais parlé, c'est extrêmement sexiste. Les femmes sont des déesses au corps... magnifiques, la plupart sont des figures virginales que l'homme doit former et elles sont pures, et les hommes sont des espèces de meubles, voilà, comme ça, qui font tous 2,10 m, d'une virilité qui se sent à 15 km, des amants formidables, qui sont d'une dominance. Alors la dominance dans le texte, c'est un... Alors elle est justifiée, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que le sexisme est justifié, l'autrice est très forte pour ça, mais la dominance, c'est en fait le principe même du texte. Il y a des dominants et des dominés, il y a un délire là derrière, et je trouve ça assez culotté de l'autrice de l'avoir fait, mais il faut aimer. Donc c'est-à-dire que les hommes sont très c'est moi qui domine, c'est moi qui décide, tu es ma chose, quoi. Et t'es en mode ah, ok, ça me gêne. Et en même temps, ce qui est très perturbant avec les Ombres de la nuit, c'est que, notamment les premiers tomes, il y a vraiment une mythologie qui est très intéressante. C'est dommage qu'il y ait autant de sexe et de problématiques, parce que en termes d'univers, on va avoir donc des vampires, des loups, on va avoir des valkyries, on va avoir pas mal des démons, des créatures inventées, bref, pas mal de choses, des réécritures, il y a une réécriture de contes, voilà, il y a pas mal de choses qui sont traitées avec un background, avec vraiment tout ce côté dominance. Il y a une construction du monde, des règles qui sont appliquées, qui sont assez originales, mais ça en revient toujours à de la fesse à la fin. Voilà, ça en revient toujours, et c'est vrai que des fois je me tapais des barres dans le livre en me disant mais c'est pas possible. Et ce qui me choque, c'est pas que ça devrait pas me choquer, mais c'est un délire, voilà, c'est une ambiance, ça s'adresse à un lectorat qui a des goûts particuliers, voilà, qui ne sont pas les miens malheureusement, sinon j'aurais plus apprécié le livre, mais je trouve ça assez génial que l'autrice ait justifié ça, mais bon, c'est assez horrible à lire, voilà, quand tu réfléchis un peu, quand tu mets ton cerveau et tu te dis oh là là, les figures que ça représente, le contexte, on va dire créatures fantastiques et tout change, hein. Les valkyries, c'est aussi très violent, les créatures sont assez mauvaises pour certaines et tout, voilà, il y a de la guerre, il y a des choses qui se sont passées, il y a un grand, j'appelle ça le grand Ragnarok, mais on le sait toujours pas, c'est pour ça que je voulais lire la fin, parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe, parce qu'au fur et à mesure du récit, il y a bien une histoire qui se tisse, et t'es en mode ok, j'aimerais bien le savoir. Après, ces genres de livres, ça ne prend tellement pas de temps à lire, tu mets ton cerveau là et paf, ça découle tout seul. Et enfin, alors celle-ci, je sais que c'est une série que plein de gens adorent, moi je déteste le personnage masculin, l'intérêt amoureux numéro 1, je l'exècre, dès que je le voyais j'avais envie de le planter sur un pilori. Je parle donc de Rebecca Keane, donc de notre chère Cassandra O'Donnell. Cocorico c'est français, et ça c'est chouette, on a très peu le bitlit en France. On suit Rebecca. Alors Rebecca, ce que j'aime beaucoup dans ce texte-ci, c'est qu'on est sur une femme qui a déjà un enfant, c'est une femme, c'est pas une jeune fille, c'est une femme qui a eu un enfant avec un vampire des années auparavant, et qui a coupé tout lien avec le père, parce que le père est un peu instable, hein. Voilà, et c'est une sorcière de guerre, il me semble. Il y a des potionneuses et tout, et j'aime beaucoup cette classification, c'est super chouette. Et Rebecca, elle va déménager. Elle va déménager pour une raison assez simple, c'est que elle a envie de protéger sa fille. Là où elle déménage, en fait, elle va vite se rendre compte qu'il y a plein de créatures fantastiques et que c'est la merde, et elle fait la rencontre, je crois que c'est de Laurent, mon némésis, qui est un vampire assez important de la ville, qui est pété de thunes et tout, et voilà, il s'apprécie pas mal, il y a des triangles amoureux, mais bon, voilà, tout, on sait déjà dès le début avec qui elle va finir, mais surtout, c'est une sorcière de guerre. Et ça, on l'apprend un peu, on l'apprend assez vite dans le texte, mais c'est toute une formation particulière. Elle n'a pas une vie facile, Rebecca, et surtout, elle va avoir un rôle en fait dans cette ville. Elle va être un peu, j'aurais dire, le shérif de la ville, si je peux m'exprimer comme ceci, c'est qu'elle va être un peu là pour régler les problèmes. Elle va être, il y a vraiment une communauté qui les lie à moitié pour ça, donc à chaque fois, dans chaque tome, il y a pas mal de problèmes aussi, et la suite, que je n'ai toujours pas lue, on suit sa fille. Ça respecte tous les clichés de la urban fantasy, c'est assez sympa, toute la mythologie sur les sorcières et tout, j'aime beaucoup, on voit plein de créatures et tout, mais Laurent, t'as envie de le claquer
Alors le mec, c'est, je l'appelle Lucius Malfoy. C'est, imaginez Lucius Malfoy qui marche au ralenti et qui se prend pour pas de la merde, hein, c'est sûr. Bref, je le trouve assez insupportable. Voilà, je comprends pas pourquoi Rebecca aime bien Laurent. J'ai un peu du mal. Il a ce côté essayer d'être séduisant, mais ça n'a pas fonctionné du tout sur moi, le charme du vampire dans ce coup-là. Je le trouve très agaçant, mais sinon, je sais qu'il y a des gens qui adorent Laurent, que c'est leur boyfriend et tout, mais j'ai un peu de mal avec ça. Mais c'est vrai que Rebecca, moi j'avais beaucoup aimé la figure de maman dans le texte, parce que ça a une dimension importante. C'est assez chouette, un peu de casser le cliché de la fille et tout, et de dire que tu peux aimer plusieurs fois dans ta vie, quoi. Ça, c'est assez sympa. Donc je le recommande. En plus, pour le coup, celui-ci est français, c'est assez chouette. Donc voilà, j'ai fait un petit tour autour de la Bic-Lit. Voilà, avec les classiques. C'est vrai que j'en ai parlé, j'en parle rarement parce que déjà, j'en lis beaucoup moins. Je n'ai pas lu de Bic-Lit au moins depuis quelques années. Et surtout, c'est un genre que j'aimais beaucoup. Mais en fait, je sais pas s'il y a encore des nouvelles séries de Bic-Lit qui sortent en France. À part des séries qui sont dérivées de celle-ci, je ne sais pas. Voilà, s'il y a de nouvelles autrices, voilà, n'hésitez pas, hein, vraiment de Bic-Lit, c'est-à-dire le truc chez Milady avec cette forme-ci, hein, pas de la romance paranormale et tout. Là, on est vraiment dans un carcan où t'as un personnage féminin badass qui va emménager quelque part où dans sa vie il y a des choses fantastiques qui se passent, elle va rencontrer une créature fantastique ou quelque chose, il y a des enquêtes, il y a un peu de sexy et puis surtout pas mal d'action et tout ça, donc ça vraiment répond à un carcan. Mais voilà, si vous avez des autrices ou des auteurs, c'est souvent des femmes, c'est pour ça que le genre témoigne aussi du fait que le sexisme est quand même partagé par les deux sexes, hein, faut pas quand tu vois comment les hommes sont représentés dans le texte, moi il y a un truc qui me gêne un peu. Alors c'est sûr que comme dans la romance c'est pour plaire à une certaine cible, mais je voudrais bien voir de la Bic-Lit où les mecs sont un peu mieux représentés, voilà, parce que quand tu lis ça tu complexes, je pense, quand t'es un homme, voilà, malheureusement. Mais sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.